arrivait de Finlande et en Russie pour chasser le canard. Donc on tirait ça au ras de l'eau. Et je l'ai testé, j'ai fait un article dans la revue Tir à l'arc magazine, ça fonctionne très bien. Il faut un arc puissant parce que tirer avec un arc de 35 livres, la flèche pique, mais avec un arc de 55 livres, la flèche touche. Et elle vole vraiment, elle rase l'eau et donc ça permet d'augmenter, je veux dire, les chances. Tant qu'on est sur la ligne de passage de l'animal, ben on tire devant et on a plus de chances de l'avoir que de planter directement dans l'animal. Et c'était utilisé jusqu'au début, à mon avis, au début du XXe siècle. Ce genre de truc. Ça fait de nouveau partie de ces trucs, ces solutions qui ont été imaginées par des chasseurs qu'on a complètement oubliées. Donc quand j'ai sorti ça sur un concours de tir à l'arc, il y en a un plaisantin du club qui voyait un arbitre a fait « Ah c'est ça ta flèche anti-arbitre !» En sachant très bien que le gars l'entendait. Taille de biface. Ah oui. Il est assis, il a de l'avantage par rapport à moi. Ah oui, alors là maintenant, voilà, attends, il y a un problème. Voilà. C'est parti. C'est parti mon kiki. Puis en plus, on va essayer avec le micro cette fois. On a un micro qui marche. Donc là en fait tu fais les finitions quoi. Bah ici grosso modo c'était déjà un rognon de silex très très plat. Donc ici il me reste juste un petit peu de cortex. Et donc il se prêtait déjà très bien à la fabrication d'un biface. Et ce que je fais maintenant c'est d'essayer d'avoir des enlèvements plats les plus longs possibles. Hein, comme celui que j'ai là par exemple ici. Qui vont permettre de peler la pièce tout en conservant les convexités. Puisqu'il est super important pour avoir des longs enlèvements d'avoir des surfaces convexes. La convexité va participer au fait de guider l'enlèvement pour qu'il puisse aller le plus loin possible. Le but du jeu étant d'obtenir une pièce avec le tranchant le plus régulier possible et la plus plate possible. Mais là, je remets déjà des conceptions très modernes. Et là, tu tapes que sur la pointe ou... Je tape juste sur le bord du plan de frappe. Donc je définis une zone où je vais frapper. La suivante, par exemple, je vais enlever là. Donc je vais. Alors comment tu choisis là? Parce que là. En fait, maintenant, j'arrive dans une étape où je dois grosso modo finaliser mon biface. Donc il a déjà une forme, je vais le mettre sur la tranche biconvexe. J'ai déjà un tranchant qui est encore un peu sinueux, mais qui est grosso modo aligné sur le milieu de la pièce. Donc j'ai déjà une pièce qui est presque finie, quoi. Maintenant, c'est vraiment du fignolage. Et donc je vais chercher à affiner. Donc ici, par exemple, j'ai cette bourloute là qu'il faudrait que j'élimine. Je vais dire la bosse là. Oui, c'est ça, cette bosse là. Idéalement, bon, techniquement, elle gêne pas. Là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire une lance ou non, ça serait le biface. C'est un outil multiple, comme on va trouver pendant tout le paléolithique inférieur et tout le paléolithique moyen. C'est un peu l'outil à tout faire, mais c'est un peu un outil qui n'est pas encore forcément toujours très bien étudié. Parce qu'on sait qu'on peut avoir beaucoup d'intentions dans l'usage d'un objet. On a parfois dit que le biface c'était le canif suisse de la préhistoire, mais on ne fait pas n'importe quel travail avec n'importe quel tranchant. Donc ça suppose peut-être qu'on ait... Mais tes percuteurs c'est que de la non, il y a de tout. Ça c'est du bois de serre, ça c'est un bois de renne mais il est un peu plus léger. J'ai du percuteur en grès, j'ai du percuteur dur, j'ai des choses un peu variables. Je peux même avoir du bois comme du bouilli. Ça c'est du bouilli par exemple. C'est plus dur, c'est le bois dur. Ce n'est pas qu'une question de dureté, la question du percuteur. En fait on peut tailler une matière dure avec quelque chose de moins dur. La question de la... Ça paraît plus précis parce que tu as un coup plus... Pas forcément. La précision, ça dépend du tailleur, pas de l'outil. C'est d'ailleurs souvent une des choses les plus dures à acquérir. En fait, ce qui va se passer, c'est au niveau de la manière dont va se répartir l'énergie au point d'impact.
Donc un percuteur en pierre, mais là aussi, on ne va pas faire de généralité, il y a des pierres dures, il y a des pierres plus tendres. Oui. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on va frapper, la matière va plus ou moins subir, on va avoir une zone de contact plus ou moins grande entre le percuteur et la roche à tailler. Et cette surface de contact va dépendre forcément de la taille et de la surface du percuteur, mais aussi de la manière dont il va s'écraser. Donc le bois de renne, le bois de serre par exemple vont s'écraser un petit peu plus que la pierre, et donc ils vont créer une surface de diffusion de l'énergie plus importante, et donc ça va normalement permettre des enlèvements plus longs et plus plats. La pierre va donner certains vont dire on a une frappe plus sèche, mais on a une frappe une énergie de percussion qui se concentre Je vois que sur tu un frappes plus plus petit vers la impact. paume de la main que... Ça dépend. Ça dépend. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut obtenir. On a combien d'années d'expérience pour ça là? Oh, ici une bonne vingtaine. Ah quand même. Mais attends, je ne me qualifie franchement pas de bon tailleur. Je sais ce que je fais, mais il y a des techniques que je maîtrise raisonnablement, il y en a que je ne maîtrise pas. La feuille de laurier par exemple? Feuille de laurier, je ne maîtrise pas, pas en partie parce que je n'ai jamais essayé. Mais je sais que je ne maîtrise pas. En fait, en plus, au risque de vexer certains tailleurs, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est un peu un fantasme de la préhistoire, ça ne correspond pas forcément, ça correspond à un sommet technique, mais ça ne correspond pas forcément à quelque chose de représentatif dans le nombre de pièces utilisées. Le choix de la pierre que tu tailles, c'est quand même important. Les pierres que tu prends là, comme ça. Ça, c'est du silex. C'est du silex. Ici, c'est un bout, c'est une corne d'un rognon de silex. Je me suis dit qu'il pourrait faire un début de petit nucléus à lame. Alors, nucléus, c'est quoi que ça s'appelle nucléus? Alors, le nucléus, c'est littéralement... Je vais revenir un peu en arrière. Donc, ici, dans cette technique-ci, ce que je fais, c'est à partir d'un bloc de matière, je fais un outil. Donc, je vais prendre une comparaison culinaire. À partir d'une pomme de terre, j'épluche ma pomme de terre. Et j'ai une pomme de terre que je peux cuire à la vapeur, que je peux cuire au four, qu'on peut cuire de plusieurs manières différentes. Attends, parce que là, il y a un enlèvement qui me fait de l'œil. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir là tout de suite celui-là, je me suis dit, ça c'est suivant ce que je veux obtenir comme résultat. Donc ici, je suis sur du percuteur tendre parce que j'ai besoin d'enlèvements qui courent assez loin. Revenons à ce qu'on appelle un nucléus. Ça va être un bloc de matière qui est taillé de telle manière qu'on va pouvoir sortir de manière récurrente des produits ressemblants. Je vais essayer d'expliquer ça en français. Si je reviens à ma comparaison culinaire, un nucléus, c'est une pomme de terre qu'on épluche. Et une fois que la pomme de terre est épluchée, donc on a mis en forme le nucléus, on s'en sert pour découper des frites. Donc elle est préparée, donc. Voilà. Ici, ce gros éclat a été mis en forme et préparé de manière à permettre un travail répétitif. Une production répétitive plutôt qu'un travail. Donc là, ici, je vais chercher à produire des lamelles. Donc, là, c'est quoi l'outil que tu utilises? C'est quoi? Un percuteur. Donc, voilà. Ça, c'est quoi comme pierre? C'est un grès. Ramassé en un galet de rivière. Voilà. Ici, je viens de sortir donc un éclat de mon nucléus. Mon nucléus est façonné pour me permettre de sortir des supports étroits et allongés. Ça, c'est une première lamelle. Elle est à la limite de la taille des lamelles. Mais quand on la remet sur place, on voit que donc j'ai suivi cette nervure-là. Mon onde de choc a suivi mon onde de détachement a suivi cette nervure-là. Et elle prépare l'enlèvement de cette première lamelle, rend possible l'enlèvement de la suivante. Donc je vais pouvoir avoir un travail. Là, qu'est-ce que tu fais avec la pierre? Pourquoi tu nettoies là? Tu n'aimes pas voir les arêtes trop vives, c'est ça? C'est pas que j'aime pas, c'est que je ne peux pas. Je vais enlever la suivante pour l'expliquer. Bon, ça c'est une trop petite. Voilà. Bon, ici c'est un peu trop gros, mais
ça c'est didactique. Chaque fois qu'on enlève un éclat, il est plus épais du côté du bulbe, là où on a frappé, qu'à sa pointe. Et si je regarde le négatif de mon éclat sur